Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 246. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Le meilleur marketing, c'est le marketing qu'on ne fait pas. Ça, c'est de la punchline où je m'y connais pas. Cette punchline, c'est celle de mon invitée, Selma Chauvin, qui est venue me parler de sa stratégie d'inbound marketing. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Selma ne voit pas les choses comme tout le monde. Elle a une vision très claire de ce qu'elle fait avec la création de contenu et comment elle veut l'utiliser. C'est méthodique. Dans cet épisode, nous avons parlé de tous les sujets qui fâchent, de quoi parler, comment s'adapter à l'audience, quel contenu prioriser, comment gagner du temps et de l'argent, comment attirer les bons clients, payer ou ne pas payer, que faut-il faire? Je n'ai retenu aucune question et Selma s'est généreusement prêtée au jeu. Je vous propose d'accueillir tout de suite Selma Chauvin. Bonjour Selma, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour. Écoute, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui, Selma, sur le podcast. On va parler d'un sujet qui m'est cher, que j'adore. Je suis en train d'écrire un livre sur le sujet. Alors ça date, je dis ça. J'ai honte de dire ça tellement ça fait longtemps que j'ai commencé à l'écrire, ce livre. Mais bon, un jour, il sortira. Donc, on va parler d'un sujet qui m'est extrêmement cher. On va parler d'inbound marketing. On va parler de création de contenu. Et tu vas nous dire comment faire pour créer ce contenu avec le moins d'efforts possible et puis surtout que ce soit un contenu qui nous apporte du business. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Selma, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Bien sûr. Donc Selma, je suis aujourd'hui Chief Marketing Officer, donc directrice marketing chez SkillUp. SkillUp, c'est une start-up qui propose une suite de gestion des talents à destination des RH. En tout, j'ai 18 ans d'expérience en marketing dans des environnements variés, de l'agence de pub au groupe de plus de 100 000 personnes, en passant par des startups de 2 aussi. Donc j'ai pu voir ce que c'est de grandir, structurer, faire toutes les erreurs qu'on peut faire quand on grossit, quand on doit pivoter. Et ça me fait plaisir de partager ça aujourd'hui. Ouais, bah écoute, génial. Effectivement, les startups, c'est quand même bien souvent une grande aventure. Tu me disais en off, c'est assez rigolo. Toi, sur les différentes entreprises, boîtes pour lesquelles tu as bossé, tu es un peu souvent au début de l'histoire, au début du commencement. Tu me disais que tu étais au début. Alors attends, qu'est-ce que c'était? J'ai oublié des signatures électroniques, alors que les signatures électroniques n'étaient pas encore admises en France, en tout cas régulées. Que tu étais au début des téléconférences bien avant nos Zoom, C'est etc., où on ça. s'appelait encore à 3 téléphones, etc. Donc c'est rigolo, il y a un petit truc de tendance. Chez toi, tu me disais que c'était un hasard, mais moi je pense qu'il y a une espèce de découverte comme ça des tendances qui est peut-être inconsciente, j'en sais rien, mais c'est intéressant. Et là justement, on va parler de comment tu as fait chez SkillUp pour transformer une société, tu me disais, qui était quand même basée au moment où tu es arrivé sur principalement de l'outbound marketing, et tu as switché les équipes vers de l'inbound marketing. C'est quoi le premier truc finalement auquel il faut penser une fois qu'on se dit, bon bah tiens, ok, j'ai envie de monter ma strate d'inbound marketing. C'est quoi peut-être la première chose qu'il fallait regarder? La première chose, et je pense que beaucoup de monde passe à côté, c'est de ne pas se lancer. C'est d'attendre. Et d'attendre pourquoi? Puisque, en général, quand on lance un business, on va essayer de se disperser, de sauter sur toutes les tendances, alors que la première chose à faire, c'est de se recentrer sur soi et de vraiment de se poser la question, quel est notre positionnement? Qu'est-ce qu'on veut vendre? Qu'est-ce qu'on apporte de différent, de nouveau? Pourquoi on a créé cette boîte et qu'est-ce qu'on veut en faire? On va aborder des notions comme les valeurs de l'entreprise, de façon à s'assurer que la façon dont on parle à l'extérieur est aussi la même que celle qu'on a lorsqu'on échange entre nous à l'intérieur. Et en fait, ce moment vraiment de se poser la question va permettre d'établir des endroits où on est fort et des endroits où on n'est pas fort. Et à partir de là, on va faire ce qu'on appelle des sortes de piliers, des piliers de problèmes qu'on règle. Il faut savoir que quelqu'un qui va venir nous voir a forcément un problème qui tombe dans une de ces catégories. Soit c'est un problème de productivité, d'argent, j'ai pas assez de temps pour faire ce que je dois faire, je suis mal outillé, etc. Soit c'est un problème de relation. Ça peut être des relations avec ses pairs, avec ses clients, avec ses prestats. Un exemple tout bête, ça va être la personne qui n'a pas les dernières baskets aux pieds et qui voit que tout le monde a des baskets super et qui se dit qu'acheter les bonnes baskets le fera rentrer dans la commu.
Voilà, donc ça c'est un problème de relation de gens. Le troisième problème, ça va être un problème de préparation pour l'avenir, de choses obsolètes. Pour reprendre la même chose, ça va être la personne qui a envie de faire un tour du monde et qui va commencer à se renseigner sur le meilleur sac à dos pour que ça dure 1 an. Voilà, donc son problème, ça va être un problème de je veux me préparer pour l'avenir. Donc quoi qu'il se passe, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, notre problème il tombe sur un de ces piliers. Donc l'idée c'est de comprendre sur chacun de ces piliers qui va faire l'achat chez notre cible, comment on apporte du réconfort. On va aussi opposer B2C, B2B. Bon, comme tu le sais, en général, une personne seule qui va acheter pour elle-même va acheter avec une notion de plaisir en tête. Une personne qui va acheter dans un contexte professionnel va acheter avec un contexte de risque, de problème en tête. Voilà. Donc une fois qu'on a trouvé dans chacune de ces catégories, donc encore une fois la productivité, la relation ou le futur, comment on veut se positionner, ce qu'on veut raconter, on crée un pilier. Et pour chacun de ces piliers, on écrit une histoire qui fait sens. Et cette histoire, on s'y tient. Et alors donc, ces piliers, productivité, relation, futur, j'en oublie un? Non, c'est ça. C'était ça, c'était les 3. Oui, voilà, c'est ça, c'est trois grands thèmes et tu vas aller choisir 3 ou 4 piliers en fait que tu vas utiliser. Tu vas les utiliser pour ta communication inbound, c'est ça? Comment est-ce que tu structures la chose? Oui, je vais reprendre l'exemple de mes fameuses baskets. Okay. Tu vas te dire que pour vendre des baskets à quelqu'un, soit la personne par exemple est un coureur et elle trouve qu'elle ne court pas assez vite, ses baskets ne sont pas d'assez bonne qualité. Problème de productivité. Soit, en effet, la personne a des baskets qui sont un peu old school et celles-là sont hyper tendance, à la mode, relation. Soit la personne, elle veut en effet pour faire un tour du monde et elle veut avoir des baskets qui vont durer tout le temps. La façon dont tu vas positionner ta marque dépend de ton rapport à chacun de ces 3 problèmes. Est-ce que tu veux te positionner comme une marque qui va être endurante? Est-ce que tu veux te positionner comme une marque qui va être tendance? Comme une marque qui va te permettre de courir plus vite? Est-ce que tu veux les 3? Ça, c'est la première décision que tu as à prendre. Une fois que tu t'es décidé, donc imaginons que voilà, tu veux tout. Toi, tes baskets, elles vont à la fois plus vite, elles sont hyper à la mode et en plus elles sont hyper résistantes. Ok, pourquoi pas. Tu vas trouver une histoire à raconter qui va renforcer chacun de ces éléments. Elles sont tendances, pourquoi? Peut-être parce que tu as des couleurs qu'on ne va pas trouver chez la concurrence. Donc toute ton histoire va peut-être reposer sur la couleur et de comment tu as trouvé les couleurs phares. Est-ce que tu as interrogé des gens pour avoir ces couleurs? Est-ce que tu as trouvé des pigments ultra rares sur les sommets du Népal? Enfin bref, tu trouves une histoire qui renforce cette idée. Idem, si tu dis que tes chaussures sont résistantes, comment tu le prouves? Est-ce que tu as équipé des personnes qui sont parties avec leur sac à dos au dos pendant 1 an et qui sont revenues avec des chaussures intactes? Voilà. Tu crées ton histoire, en fait, sur chacun de ces piliers. Plus elle est imagée, plus tu as des vrais retours d'expérience et des vrais gens, mieux ça marche. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que si demain, un concurrent va lancer une marque de basket en misant sur des lacets colorés, toi, tu vas avoir très envie d'y aller sur tes lacets colorés parce que c'est hyper tendance. Sauf qu'en fait, en faisant ça, tu vas te perdre. Parce que si toi, ton truc, c'est la couleur de la basket et que tu rajoutes par-dessus des lacets colorés, tu vas devenir un peu flou et pas très clair. Et surtout, tu vas devenir un concurrent direct de la personne qui fait des lacets colorés. Alors que toi, il faut assumer que tu tes lacets blancs, c'est un exemple vraiment pourri, je suis navrée, mais que du coup, ce sera mis en valeur par la basket qui va être rose avec des petites pointes fuchsia, quoi. Ouais, ce que tu es en train de nous dire, c'est que avant de commencer quoi que ce soit sur notre stratégie d'inbound marketing, il faut quand même qu'on se pose sur notre positionnement, qu'on soit ultra clair sur notre marque, son positionnement, ses valeurs, son histoire, sa différenciation, enfin tout ce qui va faire, tout ce qui va construire finalement cette marque, et surtout qu'on s'y tienne, parce que comme tu le dis, effectivement, on va commencer avec l'inbound à parler, à créer de plus en plus d'histoires, à créer du contenu. Il faut que ce contenu soit cohérent. Alors bien sûr, il peut être vaste, mais il faut qu'il reste cohérent de façon à ce que les gens qui nous écoutent, qui nous lisent, qui nous entendent, enfin peu importe, après le média, restent bien focus et comprennent quel est notre message d'une part, et d'autre part qu'on n'aille pas, comme tu dis, je trouve ça intéressant, qu'on n'aille pas se créer des concurrents là où on n'en avait pas. Si on était sur les lacets blancs et qu'on part sur les lacets de couleur, c'est surtout qu'on est en train de se créer des concurrents en allant chercher comme concurrent celui qui fait les lacets de couleur, c'est ça? C'est ça. Et le pire, c'est qu'en faisant ça, non seulement tu vas gâcher des efforts, puisque tu vas perdre du temps à faire du contenu pour expliquer pourquoi des lacets colorés c'est cool, alors que c'est pas du tout ton cœur de métier. Donc tout ce temps que tu aurais pu poser à renforcer ta marque, à renforcer ton message, et qui in fine aurait expliqué pourquoi il faut des lacets blancs, tu l'as totalement oublié et perdu. Donc tu vas ramer 2 fois plus pour après revenir à ton message de lacets blancs, parce que 1, tu seras pas crédible, t'as plein de trucs qui traînent autour des lacets colorés. 2, ton concurrent en face, lui, il va prendre de l'avance, puisque par définition, il va être meilleur que toi sur ce sujet précis. Et 3, au final, tu vas dire, mais du coup, je fais quoi moi exactement?
Donc en bonne feignasse, la règle, c'est vraiment de se tenir au message et de rester loin du shiny. Je sais que c'est tentant, je sais que quand on voit des gens qui disent «En 2 mois, j'ai gagné 100 000 nouveaux utilisateurs». Oui, mais on s'en fiche de où tu seras dans 2 mois. Ce qui est important, c'est là où tu seras dans 2 ans et dans 5 ans. Il faut pas l'oublier. Ouais, le long terme et le court terme, c'est bien, mais le long terme, c'est quand même beaucoup mieux. Et surtout dans l'inbound, qui est comme je le répète, une stratégie moyen, long terme. C'est pas quelque chose qui marche en un claquement de doigts. Mais quand même, tu me disais en off, juste avant qu'on enregistre, tu me disais, oui, c'est du long terme, ok, certes, mais il y a quand même un truc qui est important, c'est la première année. Faut pas se louper sur la première année. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? Oui, la première année, l'important, c'est de créer en fait les bases et les fondations de chacune des histoires. On en revient à la même chose. Quand on lance un business, on va avoir tendance à se disperser pour essayer de couvrir un maximum de terrain. Et donc on va avoir des petits bouts d'histoire qui tiennent pas ensemble. Pour en venir à mon exemple, tu vas avoir des vidéos de la personne sac à dos qui est partie au fin fond de la Chine, et juste à côté, tu vas avoir la basket rose qui fait joli. Mais du coup, il n'y a pas de cohérence entre tout ça, et tu vas avoir besoin de beaucoup d'efforts pour réussir à être logique et pour réussir encore une fois à être identifiable. L'année 1, le but c'est de poser les fondations. Ne pas aller trop loin dans chaque histoire, parce que si tu te plantes, si par exemple la Chine, tout le monde s'en fout cette année et que ce qu'on veut c'est des images au Mexique, tu auras perdu 1 an de contenu. Donc c'est bien de t'en rendre compte très vite. Donc l'idée, plutôt que de faire ça, c'est de se dire pour chacune des histoires que tu veux raconter, quelle est la sorte de squelette. Donc en gros, le minimum d'efforts nécessaires pour que ton histoire elle tienne debout. Par exemple, pour revenir à mon histoire de personne qui va avec son sac à dos en Chine, est-ce qu'il me faut par exemple 2 personnes qui vont poster régulièrement des stories à propos de leur trip en mettant leurs pieds en avant? Est-ce que ça me suffit? Non, peut-être pas. Est-ce qu'en plus, je veux quelque chose qui dit que c'est fabriqué avec du caoutchouc hyper puissant de telle boîte? Ok, tu définis voilà les 3-4 éléments vraiment nécessaires et tu construis une histoire en mode tunnel de conversion basique de marketing d'école de commerce, c'est-à-dire tu vas partir de pourquoi le caoutchouc c'est le matériel le plus résistant jusqu'à la qualité des chemins en Chine et pourquoi du coup il faut tel type de chaussures pour aller sur tel type de chemin. Oui, Bête comme c'est-à-dire que chose. c'est intéressant ce que tu dis là. C'est-à-dire que ton contenu en lui-même, c'est-à-dire ce que tu racontes, hein, c'est ça dont on parle, tu vas le travailler de la même façon qu'un tunnel de vente. C'est-à-dire que tu vas partir du plus large, enfin, je sais pas d'ailleurs, tu vas me dire après peut-être par où tu commences, mais en tout cas, il y a une partie qui est le plus large, vraiment ouvert, et tu vas petit à petit redescendre pour aller au plus précis, qui va nous ramener sur quoi? Sur un contenu qui est proche de l'acte d'achat, c'est ça? Oui, ça pourrait être par exemple, toujours un exemple pourri de mes baskets, j'aurais vraiment dû choisir autre J'aime chose. beaucoup, moi, cet exemple de basket. Ça pourrait être de recevoir chez soi un échantillon du caoutchouc qui a permis de fabriquer les baskets. Personne ne le fait, hein, parce qu'en effet, c'est vraiment stupide. Mais, mais ça pourrait être possible. Si vraiment tu mises tout sur la qualité des matériaux, tu peux proposer, comme quand on choisit un canapé, d'envoyer un exemple de tissu faut vraiment choisir le tissu qui te convient. Pourquoi pas? Voilà. Mais ça, en fait, définir ce minimum d'effort est extrêmement important. Pourquoi? Parce que si jamais tu arrives à faire ça, sur chacun de tes grands axes différenciants, tu vas être capable d'identifier plusieurs choses. Tu vas pouvoir identifier ce qui marche le mieux. Laquelle de ces histoires est le plus dans l'air du temps? Ça ne veut pas dire qu'il faut totalement oublier les autres, mais ça veut dire que tu vas commencer par densifier et construire l'histoire qui va marcher le plus. D'accord? La deuxième chose, c'est que si tu t'es trompé sur une histoire, comme je le disais, la Chine, alors que tout le monde parle du Mexique, tu vas pouvoir pivoter très très vite et tu n'auras pas mis beaucoup d'efforts, en fait. Si jamais t'attends d'avoir recruté 50 influenceurs, d'avoir posté des photos de partout, d'être engagé avec ton fournisseur sur du caoutchouc pendant 10 ans, là, pivoter, ça va être beaucoup plus compliqué. Ouais, j'aime bien cette idée. En gros, ce que je comprends là, ce que tu es en train de dire, c'est que dans cette création de contenu, tu vas pas mettre tous tes œufs dans le même panier dès le début. Tu vas commencer par choisir 3-4 histoires différentes. Tu vas développer tes histoires. Tu auras créé un squelette histoire que ce soit facile de créer les histoires et que tu réinventes pas la roue à chaque fois. C'est Donc, tu as ça. tes différents schémas. Et puis, tu regardes régulièrement ce qui fonctionne. Et puis, à un moment donné, si tu vois que la Chine, ça marche pas des masses, mais que le Mexique, ça marche super bien, tu vas peut-être arrêter de mettre de l'effort sur la Chine et en mettre un peu plus sur le Mexique. C'est ça l'idée? Exactement. Et plutôt que pivoter un produit entier ou un positionnement entier, tu vas pivoter des petits bouts. Donc déjà, ça va être invisible pour les gens qui te regardent, parce que les gens qui te regardent vont regarder les histoires qui marchent le mieux, et elles ne bougeront pas.
Et toi, ça va te permettre au fur et à mesure du temps de réaffiner ce fameux positionnement. Parce qu'encore une fois, quand on lance un business, on va avoir un positionnement, mais on sait très bien que l'année d'après, on aura envie de le changer. Et l'année suivante encore plus. Pourquoi? Parce qu'on va déjà améliorer sa connaissance du marché, de ce dont les gens ont vraiment besoin. On va aussi grandir en maturité de nous-mêmes. Et peut-être qu'on n'aura plus envie. Peut-être qu'à force de voir comment est fabriqué le caoutchouc, on voudra finalement faire des chaussures qui ressemblent à la fameuse tendance no shoes d'aujourd'hui. Plein de possibilités. Mais en restant focus sur ces histoires qu'on ne développe que lorsqu'on en a besoin, c'est beaucoup plus cohérent et ça crée une sorte de cheminement dans lequel on peut embarquer tout le monde. Ouais. Et puis en fait, tu fais évoluer la marque plus que de la faire pivoter. La Exactement. grosse difficulté de faire pivoter, c'est que tu as quand même un gros risque, c'est de perdre une partie des personnes, soit des personnes qui sont plus intéressées, bon ça c'est un fait, c'est un choix, mais de perdre aussi des gens qui comprennent plus la cohérence de l'histoire, qui se disent d'un coup, attends, il me parlait de la Chine, il me parlait du Mexique, il me parlait de machin, puis d'un coup, on me parle plus que du Limousin. C'est un peu bizarre ton histoire. Je sais pas pourquoi le Limousin. Le Pourquoi pas, cuir de après vache tout. du Limousin pour les Ouais, c'est baskets. ça, pourquoi pas. Ça doit être sympa, certainement. Mais effectivement, là, toi, ce que tu dis, c'est il vaut mieux y aller doucement, finalement. Et c'est si on modifie régulièrement des petits éléments, c'est sans douleur. Ça gêne pas. On se dit pas, tiens, Exactement. il y a une incohérence, ça se surprend pas. Là où si tu pivotes d'un coup en disant, ça y est, j'ai trouvé la bonne idée, il faut faire un changement à 180 degrés, nécessairement, ça va être plus douloureux. Là, ce que tu dis, c'est faisons régulièrement des petits pas, la fameuse théorie des petits pas, de façon à ne pas choquer finalement la cohérence de marque. J'aime bien cette idée. Quand on parlait de la création de contenu, tu me parlais de ce funnel là il y a quelques minutes. Je t'ai pas vraiment posé la question, mais du coup ça m'intrigue là tout de suite. Euh, Par où on commence si je regarde le funnel? Je commence par le haut du funnel, je commence par le bas du funnel ou le milieu du. Est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce qu'il faut que je commence à créer mon contenu dans un ordre spécifique? Est-ce que c'est d'abord le très large et à la fin le très précis? Est-ce que c'est l'inverse? Comment on fait? Oui, il y a un ordre et il est extrêmement contre-intuitif. Parce que je te dis depuis le début qu'il faut raconter une histoire et je te dis commence l'histoire par la fin. Commence l'histoire par le bas de pilier. Hmm. Pourquoi? Plein de raisons. La première, c'est que la maturité des gens, tu ne la contrôles pas. Donc tu peux très bien te dire, pour revenir à mon exemple, on va le garder jusqu'au bout Oui, celui-là, oui. que il faut expliquer pourquoi le caoutchouc c'est le meilleur matériau. Mais peut-être qu'en fait ta cible, qui est justement ce balade backpack pendant des années, eux ils savent déjà. Donc t'as pas besoin de perdre du temps à leur expliquer cet Hmm. élément-là. D'accord? Sauf que comme toi tu débutes, tu ne sais pas. Plutôt que de faire des choses qui peuvent être inutiles, si tu commences par le bas de tunnel, donc envoyer des matériaux, voilà, tu sais que quoi qu'il se passe, ça c'est quelque chose qui est très proche de l'acte d'achat, donc ça risque de toucher un maximum de personnes qui sont matures sur le sujet. Et ensuite, tu vas remonter. Pourquoi? Parce que peut-être que tu vas te rendre compte que juste avec ça, tu vas remplir tes objectifs de vente sur l'année. Alors ça n'arrive pas tout le temps, hein, mais ça peut arriver. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que si jamais tu atteins déjà tes objectifs de vente sur cette histoire-là, eh ben tu peux déjà passer à l'histoire d'après. Et pareil, tu vas gagner du temps et des efforts plutôt que de créer des contenus dont le marché n'a pas vraiment besoin aujourd'hui. Autant laisser les concurrents se péter les dents dessus en vrai. Parce qu'eux, ils vont commencer leur histoire du haut vers le bas, et le temps qu'ils arrivent à peu près au milieu, toi, t'as déjà capturé toute la demande active et t'es tranquille. Ouais, puis ça t'évite de la perte d'opportunité. Parce qu'effectivement, de créer du contenu, si tu commences par en haut, bah, c'est long. Si tu commences par expliquer 1 plus 1 égale 2, etc., puis redescendre, nécessairement, ça demande du temps. Et là, bah, tu touches pas ceux qui sont prêts à acheter, et donc, bah, tu fais pas de vente. Là où toi, tu dis, bah, s'il y en a qui sont prêts, et il y en a toujours qui sont prêts à Il y en acheter, a toujours. tu as toujours une frange de la population qui est prête pour prendre cette décision d'achat de est-ce que je veux travailler avec cette entreprise, oui, non. Bah, autant les capter dès le départ. Et puis, toi, ce que tu dis, c'est on remonte dans l'autre sens. C'est ça, surtout que ça permet de lisser la demande. Puisque regarde, justement, tu vas atteindre toutes les personnes prêtes à acheter en mois 1, par exemple. Le mois 2, tu vas lancer un contenu un peu plus haut. Donc ce contenu un peu plus haut va driver des gens vers ton contenu de bas de funnel, qui lui existe déjà et déjà là, et donc tu vas générer le même volume, parce que tu vas taper un peu plus haut. Le mois 3, tu taperas encore un petit peu plus haut. Donc ces gens-là, ils ont déjà les next steps qui sont hyper clairs, donc ils vont pouvoir transformer très facilement. Et si toi t'es malade, ta stratégie se casse pas la gueule, puisque tu as déjà tous les éléments de conversion qui sont prêts. Ouais, c'est ça. C'est que tu es déjà en train de vendre, en fait. C'est vrai que c'est contre-intuitif. Parce qu'on a tendance à partir du début de l'histoire.
on a tendance à travailler en chronologique, c'est-à-dire de se dire, bon bah voilà, je n'y connais rien au basket, j'ai envie d'aller faire des balades dans le Limousin, je vais aller regarder des informations sur comment faire pour choisir la bonne basket. Toi, ce que tu dis, c'est, oui, c'est très bien, sauf que là, bah, tu perds un temps fou, et puis si tu as une problématique dans ta boîte, eh ben, tu te retrouves coincé parce que tu es resté à comment choisir la bonne basket, ce qui ne t'aide pas à vendre ta super basket ultra spécifique, etc. pour les pros de la rando. Super intéressant de regarder les choses un petit peu à l'envers. Du coup, comment est-ce que je fais moi pour savoir, parce que tu sais, il y a dans la création de contenu, alors tu vas me dire d'ailleurs si tu travailles comme ça aussi, moi je travaille beaucoup sur les bases email, etc. Alors après, il y a plein de médias différents qu'on va pouvoir utiliser, mais notamment quand tu travailles une base email, tu vas vouloir faire croître ta base email, et pour faire croître ta base email, moi j'utilise beaucoup les lead magnets, c'est-à-dire d'aller proposer un service, un produit, un document, quelque chose qui va aider, parce que je connais mon audience, qui va aller aider mon audience. Ça me permet de créer cette fameuse demande de l'adresse email, et puis de commencer la relation. Où est-ce que tu mets ça? Dans ton histoire de funnel, j'entends que tu as ton funnel où tu commences par le bas, mais ça, où est-ce que tu le mets? Quand est-ce que tu sais que tu vas aller utiliser un contenu pour faire croître ta base, ou alors quand est-ce que tu vas donner un contenu gratos comme ça à tout le monde, juste en partage de contenu? Alors, j'ai un point de vue qui est assez strict sur la question, qui est que tant que j'ai pas le volume, je gate. Donc je cache derrière un formulaire. Donc tous les lead magnets sont bien sûr sur formulaire et je remonte le funnel en mettant aussi des formulaires jusqu'à ce que le volume me semble suffisant. Alors pourquoi je fais ça alors que tout le monde parle de demande gen et donc fait totalement l'inverse? C'est tout simplement, encore une fois, pour être capable de mesurer le volume d'effort que je dois mettre. Le trafic n'est donc ce qu'on a en général comme métrique, juste pour vérifier si un contenu est vu et est utilisé, pour moi n'est pas suffisant, puisque tu peux attirer les mauvaises personnes. Je travaille notamment en B2B, donc tu vends à des entreprises, tu vas être sûr que c'est le bon niveau de responsabilité qui vient voir ton contenu, et que c'est le bon type d'entreprise. Si jamais tu ne mets pas de formulaire, tu vas éduquer un plus grand nombre. Mais moi, je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être de toucher les 15 000 ou 20 000 comptes qui m'intéressent vraiment. Donc c'est un peu comme ça. Quand tu as ce volume, quand tu as cette connaissance, cette information et qu'elle est suffisante, tu peux te permettre de ne plus mettre de formulaire, puisque tu sais que sur le nombre, tu vas avoir ce que tu recherches. Mais pour moi, du coup, ça veut dire pas en année 1. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que effectivement c'est contre-intuitif et tout le monde est pas d'accord là-dessus. Moi, j'ai pas d'avis arrêté. Pour tout te dire, moi je fais un peu les deux, donc je travaille véritablement les deux en même temps. Mais c'est intéressant cette idée de se dire, moi je veux pas attirer, en fait je m'en fous d'attirer plein de monde, ce que je veux c'est attirer les bons clients. Mais est-ce que, enfin, ou en tout cas ça veut dire qu'il faut que tu aies un très bon lead magnet et un très bon formulaire, et puis donc une très bonne page d'inscription, hein, c'est ça que je veux dire par le formulaire, pour être sûr que la personne qui en fait ne te connaît pas forcément, puisque si tu pars du début, t'as pas nécessairement de notoriété, t'es pas établi sur ton marché. Comment tu travailles ça pour que la personne, elle ait envie de te donner son adresse email? C'est quand même le gate fait que c'est plus difficile, on est d'accord. La qualité du lead magnet, tout simplement. Encore une fois, si tu es hyper clair sur ton problème et que tu réponds exactement au problème, les gens vont avoir vraiment tendance à venir te voir. Je vais donner un exemple. Ce qu'on fait nous comme lead magnet, c'est notre solution sous format Excel. Donc, c'est des solutions de gestion des talents. Donc, par exemple, tu vas avoir des listes de compétences, tu vas avoir des listes de formations, des templates pour les entretiens. Nous, on fournit encore de façon, enfin voilà, vraiment sur Excel, ce que tu vas trouver dans la solution. Pourquoi? Parce que du coup, la prochaine étape, elle est logique. Déjà, tu te simplifies la vie en utilisant des templates qui sont extrêmement bien faits. Enfin, j'espère, c'est nous qui les avons faits. Donc ça, t'es prêt à mettre ton adresse email. Et ensuite, une fois que tu vois à quel point c'est bien fait, tu te dis, mais si en plus c'était automatisé, que j'ai même pas à le rentrer dedans, à quel point ma vie pourrait être formidable. Tu vois, ouais, en fait, tu mets le pas d'avant, c'est le bon lead magnet, Exactement. c'est-à-dire c'est le pas juste avant prendre ta solution. Et puis, les gens s'habituent à ta solution, accessoirement. C'est intéressant. C'est entre le pas d'avant et le sampling, ton histoire, parce que quand même, tu utilises les templates que tu vas utiliser, j'imagine, dans ta solution. En tout cas, c'est le même principe. Donc, les personnes se disent, attends, c'est quand même vachement cool, ça me simplifie la vie. Mais en plus, tu dis, bah tu t'es habitué à avoir ces petits templates qui t'aident et qui machin, qui truc. Là, non seulement tu vas les avoir, mais en plus, je vais te le faire en automatique. Donc c'est le chemin, effectivement, logique pour après passer sur une version payante, c'est ça? Exactement. Et surtout, encore une fois, du coup, j'ai pas besoin d'en attirer 50, parce que les personnes qui n'utilisent pas ce genre de template ne sont pas des clients potentiels.
Donc à ce moment précis, je me fiche prodigieusement de l'image de marque. Pourquoi je te dis ça? Si je reprends mon exemple t'envoies l'échantillon de caoutchouc ou l'échantillon de tissu pour ta chaussure. Les personnes qui vont s'embêter à faire ça, elles ont vraiment un besoin. Elles vont vraiment partir en trek pendant 1 an. Donc tu as envie que tes premiers clients, ce soient ceux-là. Parce que eux, par leur communauté, le bouche à oreille, ils vont établir cette marque et te rendre extrêmement crédible. En fait, encore une fois, la qualité de tes clients, c'est la qualité de ta marque. Et ça, on l'oublie beaucoup. On dit, je veux toucher n'importe qui et vendre à n'importe qui. Moi, je dis non. Quelqu'un qui n'est pas quelqu'un à qui tu parlerais dans la rue et qui ne reflète pas les valeurs de ta boîte, tu n'as pas envie de l'avoir comme client. Je sais que c'est dur parce que c'est de l'argent, mais sur le long terme, encore une fois, la qualité de ta marque, ça va être ses premiers early adopteurs. C'est ce qu'a fait Apple. Quand ils ont fait des produits extrêmement chers, ils ont assumé de vendre à très peu de personnes. Mais la qualité, on a fait que l'image des produits était reflétée par l'image des personnes qui l'achetaient et ça a donné envie. C'est la même chose. Si tu vois quelqu'un qui part pendant 1 an faire un trek avec des baskets aux pieds et qui te dit qu'elles sont géniales, toi-même pour aller sortir ton chien, tu voudras les mêmes baskets. Parce que tu vas t'identifier à cette personne un peu free, esprit libre qui va partir 1 an. Et c'est ça qu'on veut. Le meilleur marketing, c'est le marketing qu'on ne fait pas. Et le meilleur marketing qu'on ne fait pas, c'est le marketing qui repose sur tes clients et eux font le marketing à ta place. J'adore et surtout, cette tu idée, vas le apprendre meilleur des choses. marketing, c'est le marketing. Excuse-moi, je te coupe, mais j'adore Vas-y. la punchline. Le meilleur marketing, c'est le marketing qu'on fait pas. J'aime beaucoup, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est qu'en fait, là, ce que tu construis, c'est pas tant des clients. Pardon, je vais un pas plus loin. C'est pas tant des clients, c'est pas du chiffre d'affaires là que tu construis, c'est des ambassadeurs. Exactement. Et c'est pour ça que cette première année, elle est cruciale, puisque les gens qu'on attire avec vraiment notre cœur, parce qu'encore une fois, au tout début, ton positionnement, il n'est pas très élaboré, donc c'est vraiment ton cœur. Si tu réussis à les conserver, à les faire évoluer avec ta marque, tu as ta communauté. Tu le sais juste pas encore. Et on en revient à cette chose-là. Si la personne va te demander d'envoyer un échantillon de caoutchouc ou un échantillon de tissu, c'est pas la même demande. Et tu vas pouvoir retravailler ton funnel à l'envers pour justement axer ta com plus sur le tissu ou ta com plus sur le caoutchouc. Et du coup, tu ne vas pas te tromper puisque ce sont tes ambassadeurs qui, par leur comportement, vont te montrer ce qui marche et ce qu'ils attendent. Et encore une fois, vu que eux, c'est justement le petit noyau qui doit incarner ta marque, tu vas faire exactement ce qu'il faut pour embarquer tout le monde derrière. Il y a un truc entre les lignes là que tu dis. Qui moi me plaît parce que c'est une de mes marottes, c'est de parler du persona et de comprendre donc son client idéal et en fait de vraiment comprendre quelles sont les douleurs, quelles sont les attentes, quels sont les besoins, comment est-ce que ça fonctionne. Mais dans tout ce que tu m'as dit là, dans tout ton raisonnement et comment tu as développé l'histoire, tu as commencé par un truc, je l'ai pas noté sur le moment, mais tu vas me dire si je l'interprète bien, c'est que pour démarrer ta création de contenu, quand même il faut que tu pars du besoin, du pain point des clients, c'était tes fameux piliers du début, tu pars sur la compréhension de ta clientèle, de ses besoins, de là où ça achoppe et de comprendre ce dont ils ont besoin. Mais là où c'est intéressant, parce que j'ai envie de te dire que ça, c'est assez classique de se dire on va commencer par se poser la question de ce que veulent nos clients. Et Bon, pourtant, c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal parce que c'est pas toujours le cas. Donc déjà, c'est très bien. Mais là où je trouve ça intéressant, ton histoire d'aller chercher vraiment un petit noyau dur de clients qui, après, deviendront ambassadeurs, c'est que comme c'est le noyau dur de super fans, finalement, c'est les fameux super fans qui sont à fond dans ton histoire et qui sont avec toi plus que en face de toi, ça te permet effectivement d'encore mieux connaître tes clients parce que eux ils sont prêts à raconter l'histoire, eux ils sont prêts, typiquement si tu les appelles et tu leur dis est-ce que tu me donnes un quart d'heure pour comprendre ce que je veux savoir, t'as utilisé les chaussures, t'es parti en trek au Népal, dis-moi si t'as eu des ampoules et des machins, j'en sais rien, eux ils vont te le dire parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils sont dedans, parce qu'ils sont justement de ton côté, ils vont être ambassadeurs et ils vont te donner vachement d'infos, donc c'est eux qui vont te permettre non seulement tu avais déjà des informations sur ton client idéal au départ, tu l'avais imaginé, mais là de l'affiner et comme tu disais, de faire pivoter gentiment le produit, le service, la communication en fonction de ce que veulent vraiment ces clients-là. oui, parce que le plus gros ennemi du marketing, c'est le gâchis d'argent et le gâchis de temps. Et en s'appuyant justement sur cette communauté et en faisant avec de petits moyens petit à petit uniquement le nécessaire, tu vas économiser ce temps, cet argent. Et ça va te permettre d'être beaucoup plus efficace, de moins frustrer les gens qui travaillent aussi, puisqu'encore une fois, imagine partir sur une campagne de 6 mois avec 0 résultat, une fois, pas deux. Oui, c'est mieux. Donc c'est le bon effort pour le bon résultat. Alors quand tu me parles d'efforts et de résultats, moi immédiatement, j'ai un peu tendance, comme je pense beaucoup de gens, à opposer. Alors c'est même pas forcément le bon mot, le bon terme, je pense opposer, mais quand je pense inbound, ben, je pense outbound.
Je pense, voilà, je paye versus je paye pas. Comment est-ce que tu te positionnes les choses vis-à-vis de ça? Tu dis le pire, c'est le gâchis. Oui, mais est-ce qu'il faut faire que du gratuit? Est-ce qu'il faut faire du payant? Est-ce qu'il faut faire un mélange? Comment tu vois les choses? Alors je vais te retourner la question qui est combien d'argent tu veux faire et quand? Tout simplement. Puisque donc le paye, on le sait, c'est du résultat qui est immédiat, mais c'est du résultat qui va être plutôt cher. Tout ce qui va être gratuit, c'est des résultats qui sont souvent plus long terme, mais c'est plus cohérent, plus consistant. Tout, tout repose sur l'équilibre des deux. J'ai tendance à dire aussi que le bon marketing, c'est le marketing qui est prévisible. C'est-à-dire que, encore une fois, en tant que patron de boîte, ce que tu vas vouloir, c'est connaître le chiffre d'affaires que tu vas pouvoir générer mois après mois. Tu t'en fiches complètement si on te dit là je fais 0 pendant 6 mois, mais t'inquiète, ça va exploser. Parce que ton banquier, lui, il est totalement hermétique à ce genre de discours. Inversement, tu peux pas aller le voir en disant bah écoute, je vais doubler l'année prochaine, donc je voudrais 2 fois plus d'argent. Parce qu'il va également te dire non, ça ne marche pas comme ça. Donc, ma strat en général, c'est de commencer en payant jusqu'à atteindre un volume à peu près OK. Celui que j'ai en tête pour vivre, payer les matériaux des baskets, payer ton site web, etc. De faire ça en payant et d'attendre que le gratuit prenne le relais. Si par exemple, tu vas regarder ton nombre, je sais pas, justement de personnes qui vont demander l'envoi de petits bouts de caoutchouc, à partir du moment où, par le gratuit, tu réussis à en avoir, tu vas commencer à diminuer tes investissements payants pour garder toujours ce même volume. Et une fois que le long terme t'apporte tout, tu sais que tu n'as plus besoin d'investir. À volume égal. Donc après, tout va dépendre du volume de croissance que tu veux. Si tu veux une croissance rapide, tu devras maintenir le payant plus longtemps. Si tu es OK avec une croissance plus lente, tu pourras couper les éléments les plus chers. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tu n'es pas tout seul sur le marché. Tu as des concurrents qui eux aussi vont te grignoter des parts de voix, notamment sur les canaux gratuits. Donc, en général, ce qui est aussi pas mal, c'est de refaire des piqûres de rappel de payants à intervalles très réguliers, de façon à reprendre la main et devancer les concurrents en matière de volume. Pour une raison toute bête, qui est que plus tu vends, plus tu as d'argent, plus tu peux investir. Et c'est une sorte de cercle vicieux dont dans lequel il est très facile d'entrer et très dur de sortir. C'est tu vends moins parce que tu veux moins investir, donc du coup tu as moins d'argent, donc tu investis moins et les autres prennent de l'avance. Donc Ouais. Et ça toujours marche t'investis moins en monnaie sonnante et trébuchante, ça marche aussi en visibilité. Tu vends moins, donc tu communiques moins, tu es moins visible, donc tu communiques moins, etc., etc. Donc c'est vraiment cercle vicieux ou cercle vertueux qui va s'installer. C'est pour ça que lorsque je parle de la tendance de fond ne doit pas être ton max. La tendance de fond doit être quelque chose qui est maintenable sur le très long terme, de façon à pouvoir débloquer des moyens pour faire les pics au moment où tu en as besoin. Parce que si t'es déjà à fond, comme pour tout, hein, si tu bosses déjà à 120% chaque jour, le jour où il y a une vraie merde, t'as plus rien. Ouais, Et c'est ça pareil. marchera pas. Bon, écoute, super. Écoute, merci infiniment, Selma. Je vais essayer de résumer tout ce que tu nous as dit. Il y a des punchlines que tu nous as sortis. Je crois que je vais les mettre sur les réseaux sociaux. Je les adore, tes punchlines. Mais je vais essayer de résumer, en tout cas, le gros de l'idée que tu nous donnes ici. Ici, on se pose la question de comment est-ce qu'on va faire pour, avoir une stratégie de création de contenu qui va nous demander, un, le moins d'efforts possible, et deux, qui va nous générer du business. Donc, évidemment, c'est quand même assez intéressant sur l'idée. Tu dis, d'abord, première chose à faire, c'est il est urgent de ne pas se lancer trop vite. On va regarder notre positionnement et on va creuser ce positionnement pour trouver les axes qui vont nous permettre de communiquer correctement et de créer en fait des histoires différenciantes. Tu nous dis ces axes, ils sont de 3 ordres. C'est soit on parle de productivité, soit on parle de relations, soit on parle du futur. Ça, je trouve ça intéressant parce que ça permet vraiment de structurer la chose. Et après, on va aller créer ces histoires différenciantes et puis on va pouvoir les faire évoluer, puisque ça, c'est un petit peu tout le fond de ton discours. C'est à chaque fois, tu fais évoluer gentiment et doucement plutôt que pivoter d'un grand coup. Ça nous évite de perdre finalement le consommateur. Après, tu nous dis, bon, il y a quand même un moment qui est important, c'est la première année parce que c'est là que tu vas positionner les choses. Tu vas aller identifier la bonne histoire, ou en tout cas celle qui va fonctionner le mieux, et puis tu vas faire pivoter, gentiment vers cette histoire, ou en tout cas, tu vas t'assurer que tu n'es pas en train de gâcher ton temps, ton argent, tes ressources en travaillant une histoire qui finalement ne fonctionne pas. Ensuite, on a parlé de cette approche bottom-up où tu nous dis, c'est contre-intuitif, tu nous dis, moi je vais pas commencer à raconter l'histoire générale des baskets, pourquoi est-ce qu'il faut des baskets pour faire de la randonnée. Tu me dis, moi je vais commencer par le bas de funnel. Pour une raison simple, c'est plus une raison d'opportunité qu'autre chose, c'est de se dire, quand tu arrives sur un marché, il y a toujours des gens qui sont déjà prêts à acheter.
Hein, l'achat, on le sait, hein, c'est un chemin, on ne devient pas acheteur comme ça du jour au lendemain, en tout cas pas d'un coup. Donc tu dis, il y a déjà des gens qui sont déjà en train de se poser la question, attends, moi je vais partir en trek au Népal, il me faut des super baskets, où est-ce que je vais aller? Donc toi tu dis, commençons par le bas de funnel, de développer l'histoire du bas de funnel, et puis on va remonter petit à petit. En plus, le fait de commencer par le bas de funnel, ça va nous permettre de convertir un certain nombre de clients, et ça va nous permettre de financer la création des histoires suivantes. Donc ça, c'est intéressant, cette approche bottom-up. Ensuite, moi, je t'ai posé la question de, ok, très bien, mais comment est-ce que je fais pour savoir si le contenu que je propose, je le donne gratos à tout le monde, vas-y, c'est open bar, ou est-ce que je le cache derrière derrière un lead magnet, c'est-à-dire derrière cette demande d'adresse email. Toi, tu me dis, pareil, un petit peu à l'inverse de ce qui se fait habituellement. En général, et je suis la première aussi à le dire, on dit, il faut commencer par donner avant de demander quelque chose. Toi, tu dis, oui, je vais donner, mais je vais commencer par le donner derrière un lead magnet, c'est-à-dire derrière une adresse email, parce que je veux pouvoir avoir dès le départ les bons clients, les vrais clients qualifiés. Je me fiche de parler à tout le monde, c'est pas ça l'idée. En tout cas, pas au départ. Au départ, je veux choisir ces fameux clients-là parce que, ça va peut-être me demander de l'effort de les avoir, mais une fois que je les ai, je sais que j'ai de la qualité, je vais pouvoir vendre assez rapidement, facilement, en tout cas plus facilement qu'à la masse. Et surtout, je vais établir dès le départ un noyau de clients durs qui vont devenir les ambassadeurs et qui eux-mêmes vont pouvoir, générer de la communication, 2, me permettre d'affiner ce fameux client idéal et ces axes de positionnement que j'avais travaillé avec mes histoires. Là, je vais encore aller plus dans le détail et ça va me permettre de pouvoir faire pivoter encore une fois gentiment mon histoire, voire pivoter les produits aussi. Donc ça, c'est une vraie valeur en plus de la valeur d'achat de nos clients. Et puis après, on se pose la question de, ok, je vais vers quoi? Le paid, le non, le gratuit, comment est-ce que je jauge tout ça? Et là, tu nous dis, c'est une question d'abord de volume. Tu me dis, au départ, il vaut mieux commencer par du payant jusqu'à ce qu'on atteigne un certain volume et on va pouvoir switcher vers le gratuit. Et puis, tu me dis, c'est aussi une question de timing et de rythme qu'on peut avoir. Si on veut une croissance rapide, on va devoir aller vers du payant, en tout cas plus fortement au départ. Et puis, si on est OK pour une croissance plus lente, on va pouvoir baisser la part de payant. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu me dis, quoi qu'il arrive, ce qui est sympa, en tout cas ce qui est intéressant à avoir en tête, c'est d'avoir, moi j'appelle ça des momentum, d'avoir des rappels de moments de payant. Ça sert à rien de foutre du payant, à moins d'avoir des énormes budgets, mais ça sert à rien de foutre du payant tout le temps, puis de lisser le payant. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des moments où on va aller mettre du payant de façon un peu plus forte, parce que ça va réactiver le cercle positif versus le cercle vicieux. C'est-à-dire que d'un coup, on va avoir plus de visibilité, on va faire plus de ventes et donc on va gagner plus d'argent, on va pouvoir plus investir et on relance la machine. Ça va nous permettre d'être sur un axe positif et c'est ça qui, in fine, va nous permettre à la fois d'avoir une création de contenu qui nous demande le moins d'efforts possible. On a des squelettes, on est organisé, on sait pivoter, on voit tout de suite vers où il faut aller et tout de suite de gagner de l'argent, de générer du business parce que c'est ce business qui va pouvoir alimenter la machine et nous permettre de créer encore plus de contenu. Donc finalement, tout ça, c'est plus ultra positif. Est-ce que c'est un résumé rapide, mais à peu près correct de la roue, tu vois, je le vois vraiment comme un cercle, ton histoire, de la roue de la création de contenu pour toi. Oui, c'est parfait résumé. Franchement, je vais le garder. Tu vois, moi je vais garder tes punchlines, toi tu vas garder le résumé, on est parfait. Merci beaucoup Selma, j'ai vraiment adoré discuter avec toi et surtout parce que tu as des idées qui sont pas les idées qu'on entend partout finalement, notamment sur l'inbound marketing, donc je trouve ça vraiment super intéressant. Selma, si on a des questions à te poser, si on veut en savoir plus, s'il y a quelque chose qu'on veut creuser avec toi, est-ce qu'on peut te contacter ou est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi? Alors sur LinkedIn, comme d'hab, je dis jamais non à une petite discussion. Génial. Je mettrai évidemment le lien de ton compte LinkedIn dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup, Selma. T'es la bienvenue quand tu veux sur le podcast du marketing. Merci.
Selma, un très grand merci d'avoir partagé avec nous ta stratégie, tes stratégies d'inbound marketing, comment faire pour créer du contenu qui fonctionne, qui va nous générer des clients et en même temps qui ne va pas nous coûter un demi-bras. C'est vraiment super intéressant d'avoir ta vision, qui n'est pas la vision, je dirais, la plus commune. Et manifestement, ça marche. Donc j'ai qu'une envie, c'est de te dire, je vais me poser, je vais retravailler ma stratégie de contenu avec ton schéma, ton cercle un peu vertueux, comme on en a discuté. Vraiment, ça m'a beaucoup intéressé. Si vous aussi, vous avez aimé cet épisode et que vous voulez en savoir plus sur le podcast du marketing, je vous invite à vous abonner à la newsletter du podcast du marketing. C'est ultra simple, lepodcastdumarketing.com/newsletter ou alors le lien qui est dans les notes de cet épisode. Dans la newsletter, qu'est-ce que vous aurez ? Vous aurez des éléments sur l'épisode du podcast de la semaine, bien sûr. Vous aurez aussi mes bons plans, tous mes cadeaux bonus et puis les coulisses du podcast du marketing, mes coulisses d'entrepreneur en fait, ce que je vis au quotidien, mes réflexions. Si ça vous tente, lepodcastdumarketing.com/newsletter. Je vous dis à très vite.